Bonjour à tous. Alors, récemment, il y a eu un énorme incendie chez OVH à Strasbourg qui a détruit complètement un bâtiment qui contenait, donc était un de leurs data centers. Et beaucoup d'entreprises ont malheureusement perdu des données. Alors, on n'a pas aujourd'hui, et j'ai pas le détail sur quel type de données, etc. Mais néanmoins, ce type d'événement nous ramène et nous rappelle que même dans des grosses entreprises, parce que OVH, je crois, est le plus gros hébergeur d'Europe, ça nous rappelle ô combien il est important d'avoir un plan de secours, d'avoir évidemment ce qu'on appelle des sauvegardes, etc. Et que c'est pas aussi évident que ça quand on est une start-up. Et les start-up et les PME sont malheureusement les premiers touchés par ce type d'événement parce que ce sont les petites entreprises qui n'ont pas forcément les compétences techniques, qui n'ont pas forcément pris les devants, qui ont juste pris le minimum parce que c'était pas cher, qui n'ont pas les équipes techniques pour avoir mis ceinture et bretelles, et c'est eux qui vont être touchés le plus directement. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais juste rappeler quelques basiques qui sont vraiment essentiels de connaître. Donc, première chose, une sauvegarde doit être externalisée. Il est important de faire des sauvegardes, mais pas uniquement sur le même serveur ou sur le même hébergeur, parce que si c'est dans le même data center, en l'occurrence, on va perdre toutes les données. Donc, il est important d'externaliser les sauvegardes, et donc, idéalement, il faut sortir ces sauvegardes de ce data center. Et si c'est même chez le même hébergeur, ça peut être chez le même, on peut imaginer, s'il y en a un par exemple à Strasbourg, il faut qu'on ait les autres données à Paris ou dans un autre data center. J'irais même jusqu'à dire, ça peut être tout aussi bien et même mieux d'avoir deux hébergeurs de marques différentes. Comme ça peut nous permettre, en cas de problème, en cas même de piratage, etc., s'il devait y avoir une attaque massive d'un certain hébergeur, de pouvoir quand même avoir un deuxième hébergeur qui est opérationnel et sur lequel on a nos données. Donc ça, c'était la première recommandation. La deuxième chose, c'est il va falloir faire ce qu'on appelle un PR, un plan de reprise d'activité. Donc c'est globalement quoi? Un document qui va documenter comment faire en cas de crash. Donc si on a perdu le data center, si on a perdu un serveur, si on a perdu une donnée, si on a perdu une base de données, si on a perdu quoi que ce soit, si on est hacké, etc. Quoi faire dans tous ces cas-là et quel est le plan à suivre? Parce que finalement, c'est pas tant l'exécution de ce qu'il faut réaliser, mais c'est plutôt de décider quelle est la meilleure solution dans quel cas. Et savoir qui va réaliser ces opérations-là. Si c'est juste demander à l'hébergeur de démarrer de basculer le DNS sur un deuxième site, par exemple, ou si c'est carrément faire une restauration complète de tout le système, de réinstaller un serveur, etc. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc, typiquement, si votre ingénieur n'est pas prêt ou s'il est en vacances, etc. Donc, il est important d'avoir ce type de document-là et de savoir à qui vous ferez appel en cas de besoin. Ensuite, il y a différents types de sauvegarde. Il faut comprendre que la sauvegarde d'un logiciel, par exemple, elle n'a pas besoin d'être faite toutes les heures. Un logiciel va pas forcément évoluer en continu. Par contre, il y a d'autres éléments d'une application qui vont évoluer, comme les fichiers des utilisateurs, comme les bases de données typiquement. Donc, alors les fichiers des utilisateurs, il y a quelques techniques qui permettent de synchroniser des données et de synchroniser des fichiers. Et on peut avoir ce type de synchronisation qui tourne quasiment toutes les minutes. Pour les bases de données, c'est un poil plus complexe. Parce qu'on va créer ce qu'on appelle une stand-by. Alors, une stand-by, c'est quoi? C'est qu'on va avoir une base de données maître qui va au fur et à mesure qu'elle applique des changements dans ces tables, comme un fichier Excel, on va modifier les lignes de ce fichier Excel-là, qui va envoyer les modifications sur une deuxième base de données qui, elle, sera généralement en lecture uniquement. Et donc, ça en configuration, c'est quand même complexe. C'est loin d'être évident et il faut quand même pas mal d'expérience en gestion d'infrastructure et on s'appelle en DBA, en administrateur de base de données pour pouvoir faire ce type de configuration. Alors, perdez pas espoir, il y a des solutions aujourd'hui et particulièrement dans les hébergeurs cloud, puisque les hébergeurs cloud intègrent cette solution-là et ça, c'est juste merveilleux. Ça permet de pouvoir activer donc les restaurations et la configuration multi-site, donc ils appellent aussi multi-AZ par exemple sur Amazon Web Services, qui permet que la même base de données soit répliquée en temps réel sur deux sites. Comme ça, s'il y a un incendie, si on crache complètement un site, le deuxième site est totalement disponible. Maintenant, si vous avez des contraintes qui vous empêchent d'être sur un hébergeur de type cloud, et bien dans ce cas-là, il faut passer par des sauvegardes classiques si vous voulez pas que ça vous coûte trop cher en gestion de base de données, sauf si vous avez vraiment un ingénieur très pointu là-dedans. Mais souvent, une sauvegarde classique, quand on est une startup ou une PME, la base de données, ça représente rien du tout. C'est quelques mégas, quelques dizaines de mégas. On peut facilement les répliquer au moins toutes les heures.
sans aucune difficulté et les envoyer sur un autre hébergeur. Donc un script de 5 à 10 lignes peut vous sauver la vie. Un script de 5 à 10 lignes peut automatiquement, toutes les heures, envoyer la sauvegarde de votre base de données quelque part et pensez ne jamais supprimer les sauvegardes et les écraser, mais toujours ajouter de nouvelles sauvegardes et plutôt de supprimer les anciennes, peut-être en conserver pour aller pendant une trentaine de jours, par exemple, conserver vos sauvegardes. Voilà. Autre élément qui est vraiment intéressant par rapport au cloud, c'est que quand vous avez des bases de données dans le cloud, vous avez ce qui s'appelle des restaurations point in time. Alors, point in time, c'est à un instant précis dans le temps. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez été piraté, vous avez eu un gros crash ou quoi que ce soit, ou vous avez supprimé le contenu d'une table ou une base de données, vous avez la possibilité de restaurer la base de données juste avant, donc à la minute qui était juste avant que vous ayez fait l'erreur. Et ça, c'est juste merveilleux, ça peut sauver la vie d'une application, ça peut sauver beaucoup de données, super intéressant, encore une fois, disponible dans la plupart des hébergeurs cloud. Et dernier petit concept que je vais vous partager, c'est vraiment un overview de ce qui existe aujourd'hui pour éviter ce type d'incidents et de problèmes quand on a un hébergeur qui a une problématique technique. C'est le concept de infrastructure as code. Alors, qu'est-ce que c'est que l'infrastructure as code? C'est tout simplement la capacité de pouvoir déployer notre solution, l'infrastructure, tout ce que l'on a, donc en base de données, serveurs, applications, plusieurs serveurs, le réseau, des réseaux virtuels, etc. On a la possibilité de déployer tout ça en quelques minutes en programmant l'infrastructure. C'est-à-dire qu'on va pouvoir demander à un ingénieur qu'on va appeler DevOps généralement de créer un petit script qui va automatiquement déployer une solution dans un certain environnement. Donc cet environnement peut être prédéfini, typiquement si on est sur Amazon Web Services, on va pouvoir prédéfinir, mais ça peut être la même chose sur Azure, sur Google, etc. Ou alors, ça peut être des environnements qui sont typés sur une certaine technologie, et je pense en l'occurrence à Kubernetes. Kubernetes est une technologie de gestion de cloud, on va dire, et qui permet de gérer plein de machines virtuelles. Et du coup, on va avoir la capacité à un moment donné de pouvoir redéployer toute une architecture virtuelle, des réseaux, tout intégrer, tout ça, automatiquement, juste en ayant un script de quelques centaines de lignes et qui intégrera la récupération de vos codes sources et de vos sauvegardes et la restauration de vos sauvegardes. Ça, c'est quand même super parce que ça permet de ne pas payer double infrastructure, mais uniquement stocker les sauvegardes. Et évidemment, il faut tester régulièrement la restauration de cette infrastructure as code. Infrastructure as code. Voilà. J'espère que ça vous aide. En tout cas, faites attention à vos données, faites attention à vos sauvegardes, assurez-vous d'en avoir. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et en espérant que vous n'ayez pas été touché par cet incident. Au plaisir.